Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce deuxième webinaire consacré à la transition énergétique du groupe Parlim. Cette année et cette fois-ci, nous allons consacrer ce webinaire à une technologie qui s'appelle la pyrolyse. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour m'accompagner et parler de ce sujet un petit peu technique, Philippe Dalle, qui est président directeur général de Elyse Technologies. Bonjour Didier. Bonjour merci. Philippe, merci d'être venu sur le plateau pour nous faire part de ton expertise dans ce domaine. Nous allons donc balayer un petit peu le programme des festivités. Si vous voulez bien envoyer en régie le sommaire de notre webinaire. Alors, d'abord, l'idée c'est quand même de parler de la pyrolyse de façon quand même en rester assez je dirais, générale et pas trop complexe, mais on va expliquer quand même ce que c'est, définir ce que c'est que la pyrolyse, quelles sont les applications, parler également, grâce à Philippe, de la technologie proposée par Elyse, de sa situation et de finalement quelles sont les applications et dans quel cadre on peut développer ces technologies pour vous accompagner dans vos projets de décarbonation. On parlera évidemment de l'offre Elyse Parlim et s'en suivra une série de questions-réponses. Évidemment, le format webinaire ne permet pas nécessairement de répondre aux questions en live. Donc vous aurez le loisir et la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et Émilie nous fera une synthèse en fin de réunion pour essayer d'en tirer les principales orientations. Et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible, bien sûr. Mais tout d'abord, je voulais profiter de l'occasion pour vous parler d'un petit peu de l'actualité du groupe. Alors, première actualité, une acquisition dans le domaine de la fourniture de robinetterie industrielle, puisque le groupe Parlim, c'était Colvez, qui a une unité de production en Chine et qui va nous permettre de renforcer notre offre dans le domaine de la fourniture de robinetterie industrielle notamment. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Je vais me limiter volontairement à 2 points. Le deuxième étant encore un peu plus en phase avec notre sujet de transition énergétique. Je voulais vous parler d'un projet qui est un projet majeur pour le groupe Parlim, puisque c'est le plus gros projet, le plus gros contrat qu'a signé le groupe, qui est un contrat historique qui est développé en Guinée-Conakry. Alors, c'est un projet de dépôt pétrolier, conforme, je dirais, un peu à l'histoire du groupe, mais la particularité de ce projet, et c'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu en avant dans cette actualité, c'est que nous avons décidé de proposer des solutions de décarbonation grâce à l'ajout de centrales solaires et avec une ambition forte, qui est de neutraliser notre impact carbone au cours de la vie d'exploitation du dépôt, de façon à compenser intégralement les émissions de CO2 dont nous serons responsables lors de la construction de ce dépôt. Donc c'est vraiment l'alliance entre les projets, les métiers historiques du groupe Parlim et la transition énergétique qui a été entreprise déjà depuis quelques années. Voilà, on va très rapidement maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de pyrolyse. Alors, je vais essayer de tenter une définition très simple de la pyrolyse. Nous aurons l'occasion avec Philippe, bien sûr, de rentrer un peu plus en détail sur les procédés et la façon de réaliser de mettre en œuvre ces procédés. Alors finalement, la pyrolyse, qu'est-ce que c'est ? La pyrolyse, c'est la décomposition, alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran parce que le texte ne ressort pas forcément très bien, mais finalement la pyrolyse, c'est la décomposition chimique, décomposition thermique, pardon, d'éléments chimiques carbonés. Alors évidemment, dit comme ça paraît très simple, mais on a un vocabulaire autour de ça qui est assez divers et qui parfois peut prêter à confusion. Le but de cette définition, c'est d'expliquer un petit peu justement tout ce vocabulaire.
Alors, en dessous d'une certaine température, on va dire 150 degrés, on parle essentiellement de séchage. On n'est pas encore dans les phases de pyrolyse. À partir de 350 et jusqu'à 1200 degrés, on a toute une phase tout un ensemble de terminologies qui veulent dire à peu près la même chose, mais dont les résultats finaux, finalement, ne sont pas tout à fait les mêmes. La pyrolyse lente va permettre de produire des produits différents, hein, donc plutôt du charbon. Une pyrolyse intermédiaire va produire différents sous-produits. Et puis, on parle de pyrogasification, pyrolyse flash, en fonction, finalement, de la température et du temps de séjour des matières dans le four. La particularité de la pyrolyse par rapport à la combustion, c'est quelque chose de très important et qui fait vraiment la différence. La pyrolyse, c'est l'apport de chaleur dans un environnement pauvre en oxygène, voire sous vide, ou en vide partiel. Le résultat, c'est qu'il y a très peu d'oxydation et surtout pas de combustion. Et donc, eh bien, très peu, ou en tout cas beaucoup moins de CO2 produit que par une réaction de combustion. C'est dans ce cadre-là, évidemment, que la pyrolyse est un élément important de la décarbonation de nos activités industrielles. Ou peut être en tout cas un élément qui rentre dans ce cadre. Alors, peut-être parler un peu maintenant des différentes applications. Donc, comme je l'ai dit, en fonction de la température, là encore sur le vocabulaire, on a des intrants qui peuvent être des matières donc, organiques, avec finalement il faut du carbone. Hein. Ça peut être des pneus, ça peut être du CSR. On va voir un peu en détail avec Philippe tout à l'heure quels sont les différents éléments et quelles sont les conséquences de ce type d'éléments sur les réactions chimiques. Ça peut être du bois, ça peut être finalement pas mal de matériaux. On y amène de l'énergie, évidemment, puisque si on doit avoir la température, il faut amener de l'énergie. On crée une réaction donc, de pyrolyse qui, en fonction des températures, comme je l'ai dit tout à l'heure, génère plus ou moins de coproduits. Ces coproduits sont de trois natures. Des natures solides, charbon finalement, hein, ça fait bien longtemps qu'on utilise déjà la pyrolyse pour faire du charbon de bois depuis l'Antiquité, des huiles pyrolytiques et du gaz qui est un gaz de synthèse, qui est un mélange finalement en majeure partie de CO et d'hydrogène, et là encore qu'on appelle syngaz. Et finalement, avec ces coproduits, on a la possibilité, des possibilités assez étendues de valorisation. Ces produits peuvent bien sûr servir de combustible, que ce soit le charbon, les huiles ou le gaz, mais aussi pour le charbon générer du biochar, en fonction encore une fois des intrants, du noir de carbone utilisé dans l'industrie. On peut aussi utiliser les huiles comme des bases pour des plastiques, pour donc créer de nouveaux produits à base de plastique, ou pareil pour le gaz, utiliser ces gaz de synthèse pour rentrer dans la fabrication de e-méthanol, e-éthanol. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire des principes généraux de la pyrolyse. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment finalement on met ces principes en pratique et quelles sont les solutions qui sont finalement possibles grâce aux technologies notamment développées par ELYSE. Donc, on voit la suite s'il te plaît. L'idée, c'est de parler d'ELYSE déjà. Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire de qui est ELYSE, qu'est-ce que vous faites, depuis quand vous existez, et quelle est votre histoire? Merci déjà de me recevoir. Donc ELYSE Technologies, je l'ai fondée fin 2016, début 2017. Alors c'est une histoire qui remonte, hein, puisque j'ai travaillé sur ce type de procédé dans les années 90, mais c'était une période où, je dirais, le problème de décarbonation à l'environnement n'était pas trop le cœur du sujet, mais j'ai toujours cru en cette technologie et à la possibilité qu'elle puisse se développer en France. Dans cette histoire, le groupe Arlim nous accompagne dès sa création, hein, puisque c'est l'actionnaire industriel de référence, et il continue de nous accompagner. Et donc les premières années ont consisté à déposer des brevets. Donc nous avons 2 brevets européens sur notre technologie et un brevet aux États-Unis. Et à partir de 2020, nous exploitons une tête de série que nous avons installée à Fos-sur-Mer. Le but de la tête de série, c'est certes de valider le procédé, mais aussi de pouvoir tester un certain nombre d'équipements pour garantir à nos clients les performances et faire des tests sur des vrais intrants.
C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'une vraie exploitation qui nous permet de valider à la fois les concepts, mais aussi les performances en fonction de la nature des produits, comme tu l'as expliqué précédemment. Ok, très bien. Mais écoute, je pense qu'on va rentrer un peu plus du coup dans le détail technique. Hein. En termes aujourd'hui, cette unité, vous avez un pilote, hein, enfin, Démonstrateur. Démonstrateur. Tout à fait. Merci de me corriger. On est finalement dans une phase d'industrialisation aujourd'hui? Nous sommes dans une phase d'industrialisation, donc nous avons validé et levé tous les interrogations que nous avons sur un certain nombre d'équipements. Donc nous avons fini le design. En simplifiant, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que nous sommes allés vers de la simplification pour améliorer les performances et pas au contraire sur de la complexification. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'industrialisation avec pour l'objectif de signer et de construire notre première unité en 2024. Nous avons un certain nombre de prospects que je tairai ici bien évidemment, mais nous avons une démarche prudente qui consiste à dire qu'on fait une à 2 unités par an. L'idée derrière est de bien valider les performances et de démontrer surtout la fiabilité, puisque nos unités sont prévues pour fonctionner 8000 heures par an. Ok, alors maintenant, comment ça marche? Explique-nous un petit peu le procédé, la technique, comment fonctionne finalement une unité ELISE. Alors, là, je dirais sur le slide que je vous ai préparé, on met un peu en avant les points essentiels. Donc, comme tu as expliqué, la pyrolyse, c'est quoi? On va décomposer la matière en apportant de l'énergie de manière indirecte. C'est la différence de la combustion où nous fournissons une flamme qui fait que ça brûle et on dégage beaucoup de fumée. Donc, le point différenciant par rapport le procédé de pyrolyse, comme tu l'as dit, est connu depuis l'Antiquité. On l'a expliqué, enfin, on l'a employé en France au début du XXe siècle pour produire du gaz de ville, pour l'éclairage urbain. Donc, en fait, le procédé est bien connu. Ce qui va faire la différence, c'est surtout l'application. Ouais, donc, du coup, c'est ça. Ouais, du coup, en fait, on va parler d'abord d'application, tu as raison. D'abord d'application. Finalement, ça s'adresse à qui? Quels sont les industriels concernés? Quelles sont les industries concernées? Alors, on parle d'industrie, mais pas forcément. Enfin, ou en tout cas, des industries qui ne sont pas forcément de l'industrie manufacturielle ou oil and gas. C'est assez tendu, c'est comme tu le montrais sur ce slide. Effectivement, c'est la bonne transition en disant la première application est effectivement du gaz de ville. Aujourd'hui, notre cible, c'est de dire, quel que soit, il n'y a pas d'opposition entre les technologies, mais chaque technologie de valorisation des déchets est complémentaire. La pyrolyse s'adresse bien en particulier sur tous les produits qui sont riches en produits carbone. Et nous, notre cible, c'est de s'adresser soit à des industriels manufacturiers qui ont à la limite 2 problèmes. Ils sont à la fois des producteurs de déchets, et aujourd'hui, ça leur coûte de l'argent, parce qu'il n'y a pas forcément des filières de exutoires, et aussi consommateurs d'énergie. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est à la limite, vos déchets sont de l'argent que vous pouvez valoriser différemment pour votre propre usage. On s'adresse aussi au secteur de l'environnement, qui vont fabriquer ce qu'on appelle, on va en parler, des CSR, et aussi auront les mêmes problématiques de filières, de taxes. On leur dit, ben, c'est pareil, vous consommez de l'énergie pour sécher vos produits, vous consommez de l'énergie parce que vous avez des machines, des déchiqueteuses, etc., qui ont besoin d'électricité. Donc, notre cible, elle est là, soit sur des industriels, soit sur des activités où il y a des problématiques spécifiques comme le milieu hospitalier. Vous avez les déchets contaminés aujourd'hui qui sont transportés, donc vous avez le risque de la contamination par le transport, et alors qu'ils ont des usages, eux, pour leurs propres besoins. Donc voilà à peu près nos cibles, mais aussi pour les transports, hein, parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène, donc demain on peut faire aussi de l'hydrogène à partir de pyrolyse, et on peut alimenter ainsi des bornes de recharge pour des camions hydrogène, des transports hydrogène. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quels sont les différents intrants, comme je l'ai spécifié tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents intrants de quoi on parle et peut-être expliquer un peu le vocabulaire aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qu'est du CSR, des BGL et autres. Exactement. Donc en fait, derrière cette terminologie, c'est des choses qu'on connaît. Donc par exemple, dans les différents entrants, on a le CSR. Le CSR, ça veut dire un combustible solide de récupération. En fait, ce sont des recettes qui sont faites par exemple des entreprises de l'environnement, dans lesquelles il y a un mélange de bois B, de mousse. Et le but de faire ces produits-là, c'est que souvent c'est destiné à des activités de cimenterie, ils s'en servent comme combustible. Et aujourd'hui, d'où des émissions de CO2 importantes. Des émissions de CO2 importantes, et puis ça coûte, parce qu'en fait, les cimentiers aujourd'hui sont en position dominante pour imposer leur modèle économique. Après, nous avons le bois B. Donc le bois B, c'est tout ce qui va être, la différence de la biomasse, c'est du bois naturel. Le bois B, c'est les planches que vous avez utilisées chez Ikea, ça peut être des traverses de chemin de fer, qui ne peuvent pas être valorisées directement parce qu'elles contiennent des polluants, mais elles ont encore une valeur énergétique.
Donc on peut s'en servir pour faire soit effectivement du char qui peut être utilisé avec en faisant attention dans l'agriculture, mais aussi pour faire de l'énergie, etc. Après, vous avez tout ce qui va être les déchets type industriel. Alors dedans, on parle de boue grasse de laminoir. Alors c'est quoi derrière ce terme? Ce n'est pas des boues, c'est simplement ce que quand vous faites du laminage dans les industries sidérurgiques, vous récupérez en sortie des copeaux de métal mélangés avec des graisses et on les récupère dans des lagunes. Mais derrière, vous avez à la fois l'énergie qui est des graisses et vous avez aussi un produit fini qui est le métal que vous pouvez réutiliser pour refaire du métal. Et en fait, la pyrolyse s'adresse bien à ce marché en disant mais vous allez transformer ce qui est pour vous un problème en potentiellement un gain économique pour réemployer. Donc vous faites une boucle courte de recyclage pour refaire de l'acier et la graisse, vous allez en faire de l'énergie nécessaire pour le procédé ou pour vos installations. Donc on voit bien derrière tout ça que l'idée sous-jacente, c'est de dire l'économie circulaire, ce n'est pas un vain mot. Nous, notre proposition de valeur, c'est de dire on vient chez vous pour transformer ce qui vous semble être un problème en un vecteur économique et en une boucle courte de recyclage. Et donc, il y a un intérêt bien compris pour les industriels. Alors peut-être on peut passer au slide suivant que tu nous avais proposé et qui détaille un peu plus du coup les points forts, les points saillants, on va dire, de ce qu'est une unité ELYSE et comment ça se déploie. Alors, l'idée directrice, c'est si on veut faire de l'environnement, il faut qu'il y ait un gain économique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on propose une solution qui soit attractive. La première chose, c'est souvent ce qui fait un peu notre différence par rapport à des technologies concurrentes, c'est que nous avons intégré l'étape de séchage dans l'ensemble du procédé. Pourquoi? Parce que quelle que soit la nature du déchet, vous avez un taux d'humidité. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que les déchets sont séchés auparavant, envoyés dans une unité de traitement. Nous, on l'a intégré directement. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut adapter en permanence le débit en fonction de l'humidité. Et on accepte des taux d'humidité jusqu'à 30%. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire en plus, mais économiquement, 30%, c'est la limite haute. Alors là, on voit sur les, on va revoir, voilà, sur la photo du haut, donc c'est l'unité pilote. En dessous, c'est la projection, on va dire design de la future unité qui est en train d'être lancée en construction. Oui. Et ma question, c'est par rapport à ça, donc tu parlais de volume, de ajustement de volume. On parle de quoi en termes de volume finalement qu'on peut passer dans cette unité-là finalement qu'on voit, c'est 3 conteneurs en termes de taille. Voilà, pour donner une idée aux gens qui nous regardent. Souvent, alors nous on parle de tonnage, mais c'est un peu faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le débit volumique d'une installation est constant, c'est 4 à 5 mètres cubes. Après, ce qui va changer, c'est la densité de l'intrant. Si vous avez un intrant avec une faible densité, comme le bois, qui vaut 0,2, vous allez passer 6 000 tonnes à l'année. Si vous avez un intrant qui a une densité, par exemple, de 2, vous pouvez aller jusqu'à 15 000 tonnes. Voilà, mais le débit volumique est constant. Donc c'est ça un peu la force. Et l'idée, c'est de proposer une solution qui soit de taille relativement compacte, puisqu'on parle de 50 mètres carrés au sol, l'intérêt est mobile. Alors l'intérêt de ça, c'est vous n'avez pas besoin de mobiliser beaucoup de surface au sol. Le fait d'être mobile, ça veut dire qu'on peut l'installer au plus près du gisement. Et c'est aussi rassurant dans le sens que si vous avez une voirie lourde, vous n'avez pas besoin de faire des travaux de génie civil, vous pouvez poser l'installation directement sur le sol. Après, il y a des calages pour que ce soit droit, mais il n'y a pas besoin d'investissement important. C'est ça aussi l'avantage de notre solution. On travaille sous vide, donc on a très peu d'émissions. Et le fait d'être sous vide, c'est que le syngas que vous récupérez ne contient pas d'azote. Donc vous n'allez pas produire de NOx si vous utilisez le syngas. Ah bah. C'est les principaux. Ça faisait partie un peu de mes questions aussi suivantes, parce qu'on voit quand même que ça reste une unité industrielle qui a vocation à traiter des déchets qui sont par définition polluants ou pouvant être polluants. Finalement, comment tu contrôles ça, ton procédé, les émissions de gaz qui finalement, il y a quand même des émissions dans le traitement des déchets. Alors, le procédé en lui-même ne fait pas d'émissions, à part le syngas. Ce qui va faire des émissions derrière, c'est l'usage qu'on va faire du syngas et de coproduits. Ce que nous accompagnons nos clients, c'est de dire ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un usage sur les sites industriels. Donc, soit vous allez réutiliser l'huile en remplacement d'un substitut de diesel,
Souvent, les coproduits sont un usage pour refaire des produits. Par exemple, les pneumatiques font du noir de carbone qui peut être réutilisé pour faire des pneumatiques. Vous récupérez de l'acier pour refaire de l'acier. Donc, c'est vraiment d'être dans un cycle court de manière à sortir de la logique de déchets et plutôt être dans une logique de dire on valorise des sous-produits du procédé pour refaire des produits. Néanmoins, l'installation est pilotée à la fois par des analyseurs en continu, donc ça peut être la chromatographie, c'est le choix que nous avons fait. Et à côté de ça, nous développons aussi, alors derrière le terme BIA, c'est plutôt un outil d'aide. Ah oui, alors ça m'interrogeait un peu, là, le petit... alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais le dernier paragraphe, là, le point 10, là, tu parles de CPM Software, hein, Carbolyse Process Modeling. Alors derrière ce terme... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour nous éclairer? Derrière ce terme marketing, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, les clients vont peut-être faire un choix par rapport à un type de déchet et voudront faire des essais sur d'autres types de déchets. Donc nous, notre idée, c'est un industriel n'a pas eu le temps d'arrêter une installation. C'est de lui proposer demain à terme de pouvoir faire des essais avec une usine virtuelle basée sur le retour d'expérience et toutes les données qu'on a récupérées, et de dire voilà, vous faites vos propres recettes, vous faites un test entre guillemets virtuel, et donc vous pouvez en faire une centaine si vous voulez, et si les résultats vous intéressent, après on peut faire des essais grandeur nature. D'où le terme de jumeau numérique, c'est ça? Tout à fait, d'où le terme de jumeau numérique. Et l'intelligence artificielle, elle, c'est un outil d'aide à la décision. C'est que nos clients ne sont pas des ingénieurs procédés. Donc par contre, il faut pas tous. Pas tous. Donc par contre, il faut leur donner des outils qui vont leur permettre de dire, voilà, vous devez être dans ces deux courbes, et dans ces deux courbes, vous êtes à l'optimum du procédé. Si vous sortez de en haut ou en bas, ça veut dire qu'il y a un souci, et on va vous aider à diagnostiquer le souci avant qu'il y ait un vrai problème. Et donc, ce sont, derrière des termes très techniques, ce sont surtout des outils qui sont là pour accompagner et offrir des services supplémentaires à nos clients pour que la performance soit garantie. OK, et on arrive à trouver un équilibre économique avec ce type de procédé? Alors, on arrive à trouver un équilibre économique, mais encore une fois, et c'est là où on rebouclera avec l'offre Parlim et Élise, c'est-à-dire, il y a une étude de faisabilité. Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler, et de dire, voilà, il ne faut pas se tromper, c'est quel est votre usage. Donc, des fois, il y a des choix à faire en disant on peut faire des tas de choses, on peut faire du biocarburant, des hydrogènes, mais ce qui est intéressant, c'est surtout, est-ce qu'en sortie, vous avez un exutoire? Quelle est la valeur économique de votre intrant et quelle est la valeur économique de vos produits en sortie? Et notre démarche n'est pas que de fournir un produit, c'est aussi de fournir des services pour que la rentabilité du projet soit assurée. Alors, en fonction du type d'intrant, on peut avoir des retours sur investissement qui sont relativement courts, qui sont de 5 ans, parce que la valeur économique de l'intrant, si vous le mettez dans un exutoire, c'est tellement élevé que c'est rentable. Il y en a d'autres, on va être plutôt dans l'ordre de 10 à 12 ans. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette démarche. Au-delà de la valeur économique pure, j'allais dire, il y a aussi la valeur de décarbonation, qui fait aussi aujourd'hui de plus en plus partie de nos enjeux. Mais du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des aides financières à ça? Puisque finalement, on est dans une démarche qui aujourd'hui est plus que d'actualité, de transition énergétique, de décarbonation. Est-ce que finalement, l'État, les régions aident pour la mise en place de ça, au moins en France? Alors je sais qu'on a aussi des clients qui sont basés hors de France, mais au moins en France et en Europe, est-ce que... et à ta connaissance, ailleurs dans le monde peut-être? Alors en France et en Europe, il y a des aides. Nous, on a bénéficié de subventions de la région, on a eu une subvention des fonds européens. Il y a beaucoup d'aides alors en fonction des régions, en Occitanie, sur la région, par exemple Franche-Comté. Donc les régions sont porteuses de projets qui assurent à la fois la valorisation des déchets et un usage des sous-produits, qui peut être de l'hydrogène, de l'électricité. Donc, après, il y a des aides dans le cadre de France 2030. Vous pouvez avoir aussi des aides de l'Europe dans le cadre de projets d'énergie soutenable, par exemple pour certaines activités qui peuvent être liées au portuaire ou à l'aéroportuaire. Donc voilà. Et donc là, on est aussi là pour vous accompagner sur ces sujets-là. Il y a aussi des fonds spécialisés qui accompagnent. Donc notre offre n'est pas simplement de vous proposer quelque chose, mais aussi de vous guider dans ce maquis des fois un peu insondable des offres, et de vous dire voilà, et c'est souvent aussi ça qui va guider votre choix. Alors au niveau du monde, ce serait très prétentieux de ma part de vous dire que je connais tout. Je pense qu'il y a quelques sujets, effectivement, et en particulier certaines agences ou certaines fondations qui accompagnent les projets. Ok, merci. Moi, j'ai une dernière question, et après, on aura aussi l'occasion de prendre des questions s'il y en a dans les gens qui nous regardent et nous écoutent.
finalement, à t'écouter, on a l'impression que c'est tout facile, tout est rose, etc. Il y a quand même bien des contraintes. Il y a des contraintes, il ne faut pas se leurrer. Les premières contraintes, c'est des contraintes des fois qui sont liées à la perception qu'on peut avoir dès que vous parlez de déchets. C'est pour ça qu'on parle d'intrants. Et en particulier en France, souvent il y a une perception négative, on voit déchets, dioxyde. Donc il y a cette image. Oui, il y a un certain historique. Il y a un certain historique. La deuxième contrainte, ça va être de l'interprétation réglementaire, parce que la réglementation change beaucoup. Le point positif, c'est qu'en France et en Europe, les réglementations changent dans le sens de favoriser ce type de technologie, et en particulier, dans le cas où vous êtes dans des cycles courts, d'enlever la terminologie de déchets pour dire que c'est des sous-produits du procédé. Donc il y a une véritable volonté de changer la réglementation, mais enfin, on va se parler franchement, on sait qu'en France, entre la volonté et le changement, c'est pour ça qu'il est important de... Et c'est là où notre technologie est intéressante, parce qu'on est souvent en dessous des seuils, ce qui permet d'avoir une perception positive. On le voit, nous on travaille beaucoup avec les autorités locales, et on joue franc jeu avec eux, et le fait d'être dans cette démarche-là de collaboration, de dire qu'est-ce que vous nous conseillez, est un élément facilitateur. C'est ce que je conseille aussi. Okay. Après, ce sont les principaux critères. Et après, le dernier critère important, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Dans l'environnement, beaucoup vous vendent du rêve. Il faut faire attention, il faut bien prendre en compte quelles sont à la fois la filière et quel est votre modèle économique. Et souvent, on oublie ça. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. Et paradoxalement, on parle de déchets, mais en même temps, la qualité, si on peut parler de qualité d'un déchet, elle est quand même importante pour la pyrolyse, parce que j'imagine que le procédé, il est quand même... C'est une très bonne remarque de ta part, j'ai oublié d'en parler, mais je prends un exemple, vous allez me pardonner cet exemple culinaire, c'est dans une poêle, vous mettez un œuf et un morceau de viande. Vous avez le choix entre avoir l'œuf cuit et la viande bleue, ou avoir la viande cuite et l'œuf un peu cramé. Mais la pyrolyse, c'est pareil. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que la pyrolyse, c'est un phénomène chimique. Si vous avez une qualité d'entrant constante, vous savez ce que vous allez obtenir, vous connaissez la nature du gaz, etc. Si vous changez en permanence la recette, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne maîtrisez plus rien. C'est-à-dire que les performances, vous ne pouvez pas les garantir. Vous avez un gaz qui peut avoir un PCI variable. Donc vous avez un moteur derrière. En disant que vous avez un système de régulation qui s'adapte, mais dans certaines limites. Dans certaines limites. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire quelque chose. Ça veut dire simplement que la qualité du coproduit va être tellement variable que si vous avez des filières, personne ne va s'engager à vous prendre vos produits. Donc la qualité est variable. Donc on explique aux clients, il vaut mieux avoir, soit vous faites des batchs en fonction des produits, soit vous avez des lignes dédiées, mais croire que vous allez tout mélanger et avoir un phénomène constant, ce serait vous mentir. Et c'est souvent le problème qu'il y a eu sur les projets de pyrolyse, où on fait un modèle économique avec une typologie d'intrants, et après on change la nature de l'intrant, mais le modèle économique n'est plus soutenable. C'est une très bonne transition pour notre dernière partie, puisque finalement, c'est quoi l'offre que peut proposer Parlim avec Élise et la première des choses, c'est finalement une étude d'opportunité. Donc il faut commencer, bien sûr, si j'ai bien compris, par analyser les problématiques. Oui. Chaque site, chaque client a une problématique avec des intrants. Le gisement. Parce qu'a priori, c'est le gisement qui fait qu'il y a le besoin. Donc ça, c'est vraiment un point important. Deuxième sujet, c'est de comprendre les paramétrages, finalement, procédés. Température, temps de séjour, qu'est-ce qu'on va ressortir comme coproduit, comment les valoriser, et mettre tout ça finalement dans un business plan, faire des simulations et mettre tout ça dans un business plan qui va permettre de monter un modèle économique pour le coup. Pas le modèle numérique, modèle économique, qui va permettre ou pas de lancer le projet. On inclut évidemment la recherche des aides, ce que tu disais tout à l'heure, et tout cet environnement logistique d'intrants et de coproduits, de valorisation des coproduits. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la première partie de finalement ce qu'on propose ensemble, de dire, OK, vous avez une problématique, j'allais dire, appelez-nous, mais évidemment, il faut commencer par bien la cerner avant de faire quoi que ce soit. Sinon, comme tu le disais, on va avoir des produits en sortie qu'on ne maîtrisera pas et un équilibre économique qui pourra être incertain. Mais une fois qu'on a validé finalement cette première étape, ce que j'ai nommé étude d'opportunité, on va rentrer plus classiquement dans un schéma où on va développer soit des études parce que le client a la possibilité finalement de faire le reste par lui-même, soit de fournir l'équipement. Et c'est là où, à ce moment-là, Élise est capable de fournir un équipement clé en main, enfin en tout cas l'équipement lui-même,
Soit on va se positionner comme intégrateur, où cet équipement, il faut le mettre dans un environnement, il faut l'approvisionner, il faut traiter les sous-produits, il faut l'alimenter en électricité un petit peu, en gaz un petit peu, etc. Donc ça, c'est une forme d'intégration, et voir comment on réutilise ces sous-produits. Est-ce qu'on peut les valoriser? Est-ce qu'on les valorise avec de la production d'électricité? Est-ce qu'on peut revaloriser les huiles sur place, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment intégration, EPC, intégration, clé en main, qu'on peut proposer ensemble. Et puis le dernier élément, c'est qu'on est aussi en mesure de proposer et de réaliser l'investissement nous-mêmes et de se positionner comme tiers investisseur et fournisseur de services. De services, ça peut être du traitement de déchets, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un modèle qui fonctionne bien, où à ce moment-là, on fait l'investissement et on va traiter le déchet, la tonne de déchets par exemple traité, ou comme fournisseur d'énergie en produisant soit des coproduits, soit de l'énergie directement, et là on vendra ou des calories, ou du kilowattheure électrique. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'au final, la priorité, je pense, c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure, mais la priorité c'est de bien, et c'était un peu l'objet de cet exercice, comprendre ce qu'est la pyrolyse, dans quel cadre elle peut avoir du sens, et derrière, de vraiment lancer une étude d'opportunité, et là on est à votre disposition évidemment pour l'étudier. Dans un premier temps, on peut le regarder très rapidement parce qu'on a commencé, et toi en particulier, Philippe, à avoir des réflexes et des connaissances suffisamment développées pour très vite cerner si le sujet vaut le coup d'être creusé ou pas, et après rentrer évidemment plus dans le détail en développant une étude d'opportunité, des tests, éventuellement d'ailleurs sur le pilote, et derrière enclencher le reste des processus. Donc je pense que c'était vraiment le but de notre présentation aujourd'hui. J'espère qu'elle a atteint cet objectif. En tout cas, merci à toi de ces compléments d'information et de cette expertise qui je pense, a bien amené un éclairage sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Émilie a des questions et si elle a réussi à synthétiser les éventuelles questions de nos auditeurs. Émilie, vas-y, entre et dis-nous un petit peu s'il y a des retours là-dessus et si on peut répondre aux questions qui ont été posées. Alors, Philippe, Didier, on a une question d'une personne dans le chat qui nous dit qu'elle est à la recherche d'une solution énergétique pour une cimenterie au Cameroun et comment elle pourrait aborder le sujet avec la solution de pyrolyse. Écoutez, alors effectivement, les cimenteries sont une cible pour nous parce que vous avez des besoins énergétiques importants. Je pense que c'est l'intérêt, l'atout de Parlim, c'est d'être présent aussi sur le continent. Donc je pense que les bonnes personnes de laquelle on ce sera Didier. Oui, bien sûr. Comme il a expliqué, notre rapport, c'est nous, on est très focalisé sur le procédé et on va utiliser la force de frappe du groupe Parlim pour nous accompagner dans le déploiement. Alors typiquement dans les cimenteries, la pyrolyse, le lien entre la pyrolyse et la cimenterie, c'est que la pyrolyse permet de faire des combustibles qui sont d'origine biosourcée. Et donc en fait, bien sûr, la combustion de ces éléments produira du CO2. La combustion de ces éléments, ces coproduits, produira du CO2, mais par contre, ils sont d'origine biosourcée. Donc on est dans un système vertueux de recyclage ou de valorisation de biodéchets. C'est plutôt dans ce cadre-là que les cimentiers aujourd'hui travaillent avec nous, mais on peut aussi considérer qu'on peut valoriser la pyrolyse au travers pour éviter de mettre directement des pneus dans les fours et avoir évidemment des émissions qui sont de très mauvaise qualité. Et après, derrière, pour compléter, dans le cas où on met des pneus, c'est-à-dire de transformer en fait cet usage un peu immodéré de pneumatique pour ne pas passer en pyrolyse et produire un sous-produit qui est le nord de carbone, qui a une valeur économique, tout en produisant de l'énergie pour le cimentier. Et en fait, vous changez votre paradigme en disant je vais baisser mon appétence à utiliser des produits qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone en valorisant différemment des coproduits qui vont vous apporter une meilleure valorisation technique et économique. Alors, deuxième question, concernant le délai entre l'identification du besoin et la mise en route du projet. Ah oui, alors c'est vrai que c'est toujours une question difficile, parce que, comme vous l'avez bien compris, il y a
une phase je dirais d'étude d'opportunité, d'étude de besoin, qui nécessite quand même de pouvoir un peu clarifier le projet. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais que ça dépend aussi de là où on se situe, hein, en France ou à l'international, et du régime finalement de la législation et des contraintes. Est-ce qu'on est sur un site existant? Est-ce qu'on est sur un nouveau site, etc. Donc tout ça, hors prise en compte de tout ce contexte, qu'est-ce qu'on peut dire de finalement l'étude, la construction d'une unité et la mise en service? On parle de quoi? Clairement, une installation, on est sur des modèles standards, c'est 6 mois. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la commande et jusqu'à la livraison sur site, il faut compter à peu près 6 mois. Après, ce qui va faire le délai, effectivement, c'est la nature du site. Est-ce que le site doit être aménagé, pas aménagé? Est-ce qu'il y a des permis à obtenir, des choses comme ça? Donc, globalement, à partir du moment où tous ces obstacles sont levés, 6 mois plus tard, vous avez l'installation qui est sur site. Ok, en tout cas, ça donne une bonne indication. Merci Philippe. Très bien. Une autre question sur la possibilité d'installer ce type d'unité dans une zone commerciale, les surfaces et les distances nécessaires. Oui, donc là on revient un peu sur le cadre finalement réglementaire. Est-ce qu'on peut mettre ça n'importe où? C'est quoi les distances? Alors, une unité de pyrolyse comme celle que nous proposons, on peut les considérer, je vais prendre forcément le trait, c'est un peu une grosse chaudière. Donc on pourrait l'installer à proximité d'un centre commercial, il n'y a pas de distance de sécurité parce qu'encore une fois, on n'émet pas, il n'y a pas de... Oui, les rejets sont très faibles. Les rejets très faibles, on est sous vide, donc la cheminée elle fait... Pour donner une idée, tout compris, ça fait 12 mètres d'eau, donc c'est des fois plus petit qu'un centre commercial en termes de taille. La superficie au sol, c'est 50 mètres carrés, donc on le met à côté d'un centre commercial, vous ne le voyez pas. C'est plus petit que le garage automobile qui est installé à côté. Donc il n'y a pas d'impact. En termes de réglementation, à partir du moment où vous êtes dans la protection incendie, vous avez des murs coupe-feu, bon, et en plus, encore garde à l'esprit, c'est mobile, donc il n'y a pas ces contraintes-là. La seule chose qu'il faut voir après, c'est encore une fois, c'est quoi l'usage? Effectivement, dans un centre commercial, il peut y avoir des usages d'électricité, de vapeur. Le traitement de déchets. Le traitement des déchets. Donc, oui, c'est ça. Alors, et en plus, sur un centre commercial, il y a beaucoup de superficie du fait des parkings. Donc oui, c'est installable. Il n'y a, à mon sens, pas de contrainte. Encore une fois, juste de démontrer que le risque est maîtrisé, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on va peut-être conclure parce que je crois qu'on est arrivé au bout de notre créneau et on ne va pas abuser du temps de nos interlocuteurs. Il me reste, merci Émilie, à te remercier Philippe pour ton intervention et ton aide précieuse. À vous suggérer de nous envoyer vos retours via le chat et via le mail qui s'affiche sur votre écran. J'espère qu'il va s'afficher bientôt, et qui est un mail dédié à la transition énergétique. Merci encore à vous. Merci Philippe. Merci Didier. Et à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous, à très bientôt.